Je travaille de façon générale dans des problèmes liés au système dynamique, les plus souvent, ou l'analyse, de façon plus générale. Mais tout mon départ, et c'est que je passe le plus souvent à réfléchir dessus, c'est les questions. Donc, un système dynamique, ça peut être plus général que ça, mais souvent, on pense comme on étudie un système qui dépend du temps, par exemple, et son évolution à très long terme. Ça peut être, c'est très général, ça peut être a priori n'importe quoi. On met une loi d'évolution qu'on suppose d'une certaine forme. Et plein de choses rentrent dans ce contexte. Par exemple, l'exemple le plus ancien, c'est la mécanique céleste. Ça, depuis Newton, c'est un problème, il y a des problèmes célèbres liés à ça. Mais il y a d'autres questions. Par exemple, l'évolution des populations peut être modélisée quelquefois par un système dynamique. Il y a un tas d'autres choses de plusieurs domaines de la science. Et quelquefois, aussi dans les maths, d'autres domaines de maths. Donc, par exemple, il y a des problèmes sur la théorie des nombres. Par exemple, une approximation diophantienne, des choses pareilles, dont l'analyse plus efficace qu'on connaît en ces moments, ça passe par l'étude des systèmes dynamiques aussi. Donc, on n'aurait pas l'impression, mais ça marche comme ça. Donc, voilà. Donc, d'inspiration des sciences, des physiques ou écologie, jusqu'à des applications dans les maths très pures. À l'époque, à l'IMPA, c'était une des directions principales. Moi, j'étais très jeune et je connaissais, à vrai dire, rien sur la recherche. Donc, je ne mettais pas des objectifs. Je connaissais très peu sur la question de recherche. Je sais qu'il y a des étudiants qui commencent à regarder des questions de recherche assez tôt. Moi, non. J'essaie de faire des études très basiques pour apprendre les fondations. À l'époque, je fais le master. Et j'essaie d'être juste un bon élève. Mais à ce moment-là, c'était mon directeur de thèse, qui n'était pas mon directeur de thèse à l'époque, donc Wellington de Mello, m'a eu dans un cours des topologies différentielles à l'occasion. Et lui, il a voulu parler avec moi et commencer, sans être mon directeur de thèse, commencer à me parler des maths de temps en temps. Donc, ça est devenu mon interlocuteur le plus fréquent entre les profs. Et à cause de cela, à un certain moment, il a proposé d'être mon directeur de thèse. J'ai trouvé, bon, je m'entends bien avec toi, donc j'accepte. Et voilà, c'était ça. Donc c'était dans une bonne atmosphère, c'était vraiment quelqu'un de brillant. Et donc c'était quelqu'un de bien. Probablement, avec n'importe qui, ça n'aurait pas marché, mais comme c'était très bien, j'ai aimé l'idée et ça bien. Et après, je ne me suis pas. Maintenant, par exemple, dans le système dynamique, il y a plein de sujets. Donc, pour cette raison, je suis non simplement rentré dans le système dynamique, mais dans certaines parties des systèmes dynamiques qui est particulier. Je les vois maintenant avec le recul qui c'est un peu compliqué. Et par exemple, c'est la partie des systèmes dynamiques qui je ne laisse pas travailler mes étudiants. Normalement, j'ai dit à mes étudiants en thèse qu'ils ont droit, quand ils arrivent, je les laisse très libres, mes étudiants. J'aime bien qu'ils cherchent leur propre direction. Et j'ai dit, bon, voilà, il y a tous ces systèmes dynamiques-là. Et tout ça, c'est à vous. À l'exception, c'est quoi en noir là? Là, vous ne rentrez pas, c'est la dynamique unidimensionnelle. Là, c'est trop dangereux. Vous pouvez vous perdre. Et parce que souvent, ils sont très curieux parce que c'est là qu'il y a l'ensemble des Mandelbrot, les fractaux les plus jolis, et ça fait rêver, c'est vrai. Mais c'est quand même un sujet très difficile et un peu plus isolé. Donc, pour cette raison, donc je raconte juste l'histoire, je trouve que c'est un peu, c'est pas les meilleurs débuts dans la carrière. Après, je suis très content de les expliquer, les dynamiques unidimensionnelles, une fois qu'ils auraient des fondations et connaissent un peu plus le reste des systèmes dynamiques. Mais pour moi, c'était ça. Je n'ai pas eu d'option, je ne savais rien, et mon directeur de thèse faisait de la dynamique unidimensionnelle, donc j'ai participé. Pour moi, je ne savais pas qu'il y avait quelque chose au-delà. Je connaissais juste les coins noirs.
mes parents et ma famille en général ne sont pas des gens liés au milieu académique, euh, donc pas des études particulières dans cette direction. Par contre, ils étaient prêts à me donner des livres si j'en demandais. Donc, ils ne voulaient pas m'arrêter si j'avais envie. Et depuis assez tôt, je voulais lire beaucoup sur plein de choses différentes, sur ce que je pensais être des sujets scientifiques. Donc, je ne sais pas exactement, mais je pense que même vers 5 ans ou par là, je m'intéressais, par exemple, à des trucs de diffusion, astronomie, où il y avait des choses. On ne savait pas, donc on voit juste des choses générales. Ça m'avait l'air intéressant. J'avais l'impression qu'être scientiste devrait être une profession très importante comme, pour l'humanité, des choses comme ça. C'était l'impression comme enfant. Et je lisais, je faisais par moi-même, je ne trouvais pas toujours des bons livres parce que je ne savais pas où chercher et mes parents ne savaient pas non plus. Mais j'achetais un peu de tout, ils achetaient pour moi un peu de n'importe quoi. Et quelquefois, j'apprenais des choses. Ça se passait, donc j'allais à l'école, j'essayais de demander les livres des années suivantes déjà pour regarder. Euh, et c'était plus ou moins comme ça. Et j'avais plein d'intérêts différents. Je dois dire qu'en ce moment, la vision de scientiste pour moi, c'était plutôt lié comme des physiciens ou quelqu'un qui est dans un laboratoire et fait des expériences. J'avais pas l'impression, je savais pas ce que c'était un mathématicien de nos jours. Je lisais sur des mathématiciens, je savais qu'il y avait eu des travaux dans le passé, mais je savais pas que c'était quelque chose qui se passait encore. Donc, dans mon imagination, c'était pas une des possibilités. Ça, heureusement, j'ai commencé à faire des Olympiades de maths, par hasard, à l'époque. Maintenant, c'est très diffusé au Brésil. Beaucoup de gens le font, il y a beaucoup de pubs dessus, mais à l'époque, non. Il fallait avoir les contacts par un prof, donc c'était beaucoup moins de gens qui faisaient. Mais j'ai eu ces contacts et c'était assez important parce qu'au Brésil, les Olympiades des maths sont organisées en particulier par l'INPA, c'est le principal centre de recherche en mathématiques, disons, de l'Amérique latine. Et du coup, juste en étant primé, j'ai eu l'occasion de recevoir mes premiers prix pour aller à l'INPA. Et là, j'ai fait la connaissance de cette institution et du coup, j'ai vu qu'il y avait des mathématiciens qui faisaient de la recherche en maths. Et voilà, ça c'était un contact important qui a changé beaucoup de choses pour moi. Donc c'était à partir des Olympiades, quelques années après, c'est la période où j'ai fait des Olympiades entre 92 et 95. Et pendant cette période, j'ai commencé à étudier plus. Jusqu'à ce moment-là, j'étudiais un peu dans n'importe quelle direction avec les Olympiades où je cherchais à apprendre exactement à résoudre les problèmes qui pourraient apparaître. Et du coup, je, je passais beaucoup plus de temps juste avec des maths olympiades, mais des maths. Et après cela, et avec la connaissance NEPA, j'ai décidé que je voudrais faire ça. Et après, à l'autre moment, c'est en gagnant des prix à l'Olympiade internationale à Toronto 95. Au retour, les gens de l'INPA m'ont dit si tu veux, tu peux commencer ici à faire des petites études. J'étais encore au lycée et j'ai commencé à aller à l'INPA et ça a évolué bien après. Et, et après, il y a beaucoup d'autres choses. Là, c'est pas juste ça, je savais tout de suite que c'était la recherche. Après, pour moi, il y avait des études fondateurs, comme à niveau là-bas, ça s'appelait un master, où j'essayais d'apprendre la théorie établie. Et il y avait encore les prochains moments où je commençais à faire de la recherche. Ça, c'était encore quelques années après. C'est aussi quelque chose qui n'était pas immédiat. Souvent, c'est possible de beaucoup aimer les maths, de beaucoup aimer d'apprendre des maths, de lire, de voir les théorèmes hyper jolis. Il y a des gens qui sont fans des maths, sans
faire de la recherche, même sans le vouloir faire de la recherche. On veut apprendre, mais on n'a pas vraiment, on n'est pas trop motivé pour étudier les problèmes qui quelquefois sont assez spécifiques. Donc heureusement, et ça n'a pas posé de problème non plus, j'ai pu faire cette transition de façon, ça s'est bien passé pour moi aussi à l'INPA. Je crois que, bon, il y a un effet limité. Il y a un effet, je crois, des motivations, disons, pour les gens. C'est une partie de beaucoup de choses. Il y a par exemple les Olympiades. Les élèves d'Olympiades, quelquefois, vont entendre parler de qui sont les mathématiciens brésiliens qui font ça, pour savoir que c'est possible de faire une carrière de mathématiques aussi au Brésil. Je pense que le problème, c'est qu'au départ, déjà, il faut savoir qu'il existe des maths. À mon époque, c'était même pire. Il y a eu beaucoup d'avancées au Brésil depuis, sans aucune liaison avec mon prix. Mais ça a aidé un peu. Je connais des gens qui sont fiers et qui les motivent, surtout sur les très jeunes et qui sont encore en train de faire des Olympiades comme ça. Donc je sais qu'il y a ça, c'est un effet limité, c'est un pays énorme avec plein de problèmes et évidemment beaucoup de gens ne connaissent pas ces prix. C'était parlé peut-être en 2014, quelques gens qui sont déjà intéressés entendent parler, mais ce n'est pas très généralisé. Mais oui, ça il y a un petit effet. Il y a d'autres choses qui sont passées. Le Brésil, il a pu organiser, par exemple, les congrès internationaux des mathématiciens en 2018. C'était une autre opportunité. Par contre, on voit, il y a plein de problèmes, comme en France ou partout. L'éducation et la recherche, quand on a beaucoup de crises, c'est difficile de les mettre vraiment sur... On parle plus d'autres choses, c'est ça, avec tous les problèmes qui existent au Brésil, économiques, politiques. La recherche, ce n'est pas l'intérêt principal. En particulier, quand il y a une crise, le financement de la recherche, c'est souvent les plus faciles à arrêter, parce qu'on va voir les effets trop loin quand le gouvernement sera déjà passé. D'autres choses, c'est un peu plus douloureux pour le gouvernement, mais la recherche, c'est facile. Et ça, c'est c'est vrai pour tous les gouvernements, ça va être vrai. Et on a eu plein de crises depuis 2014, donc c'était un peu malheureux les moments. À la fin de mon doctorat, j'ai fini le doctorat au Brésil, je suis venu en France, à Paris, et c'était cette expérience d'élargir mes interactions. Beaucoup de gens à Paris, il y a trop de gens qui passent par là tout le temps, l'activité est énorme, les séminaires. Hein. C'est même un peu, ça fait peur quelquefois parce qu'il y a tellement de choses, tu te rends compte de combien tu ne connais pas. Et du coup, c'était un défi. Ça m'a pris un peu de temps pour pouvoir commencer à participer. Au départ, j'ai essayé de me refermer sur ce que je connaissais. Après un certain temps, j'ai vu qu'il fallait aller un peu, il fallait essayer. J'ai eu la chance d'avoir des très bons collègues, par exemple Raphaël Krikorian, Giovanni Forni, qui étaient des passages par là, qui m'ont conduit dans de nouvelles directions. Donc c'était ça, c'était l'activité. Vraiment, on était exposé à essentiellement tous les systèmes dynamiques passaient par là-bas. Et des collègues formidables. Les longues des années, ça c'était, je parle des années, début des années 2000, là, quand ça se passe. J'ai m'accoutumé avec cette façon de travailler. J'ai créé mes petits réseaux de recherche qui commençaient. Après, c'était pas juste Paris, des gens un peu partout. Et j'ai continué à travailler avec des gens en France, mais à un certain moment, je suis parti à Zurich, il y a 5 ans déjà. La communauté reste très... Ça ne change pas grand-chose dans la façon de mes intérêts de recherche en maths. Souvent, on ne travaille pas avec les gens que tu côtoies.
Hein, c'est pas comme un labo d'une autre chose. C'était toujours des collaborations internationales. C'était pas divisé par la frontière de ton département. Et donc, ça change très peu. On travaille beaucoup de façon électronique dans des voyages. Donc, je tiens mes liens avec la France et ailleurs. Mais c'est un centre. Donc, évidemment, ça reste un centre où les gens passent par là-bas. Donc, c'est bien d'avoir une activité, des séminaires, avoir toujours des gens qui donnent leurs perspectives. On entend. Donc, c'est bien d'être dans un grand centre, sans doute. C'est pas nécessaire d'y être tout le temps, parce que quelquefois, tu as besoin de prendre la distance pour te recentrer. Être trop exposé à trop d'idées nouvelles tout le temps peut te conduire un peu à la paralysie dans ta recherche. Il faut de temps en temps, il faut voir les idées, absorber, et après il y a le temps de la réflexion. Quelquefois, c'est bien aussi de s'écouper des interactions et aller sur ton coin. Et je trouve bien ça. Donc, en effet, je tiens mes liens avec le Brésil aussi. Et ces voyages constants, ça aide à faire séparer ces différents moments de la recherche. Donc, je sépare aussi géographiquement quelquefois. Bon, c'est une méthodologie, disons. Oui, je dirais que heureusement j'ai eu contact avec des gens formidables qui m'ont beaucoup aidé. Je crois que beaucoup de choses auraient pu se passer différemment si je n'avais pas eu contact avec ces gens-là. Dès l'INPA, pour commencer, ils sont très bien occupés de moi parce que j'ai commencé vers 16 ans là-bas. Et je vois que si on n'a pas un bon mentorat à ces moments, quand on prend des gens très jeunes, ça peut mal passer. Okay? Les gens n'ont pas la maturité, c'est normal. Et être avec des gens qui comprennent cela, c'est important. J'ai eu l'occasion aussi pour mon master, pour mon doctorat, j'ai de très bonnes mémoires. Je dois beaucoup, par exemple, mon directeur de thèse, Wellington de Mello, qui a su me mettre en contact avec d'autres gens. À partir de ça, à l'INPA, c'est un milieu très international. Et là-bas, j'ai eu contact avec des gens d'autres pays déjà. Particulièrement avec Michel Leovitch aux États-Unis, avec qui j'ai travaillé pendant mon doctorat. Et j'ai fait mes premiers contacts aussi avec la communauté française des maths, qui a une grande histoire de liaison avec le Brésil. À l'époque, c'était beaucoup de gens qui étaient venus à cause du service militaire. Ils faisaient leur service militaire là-bas. C'était une chance pour nous au Brésil. Donc, en particulier, des gens comme Étienne Gis et Jean-Christophe Yokos, ils sont passés. Donc ça, c'était au début des années 80, fin des années 70 quand ils sont passés, mais ils ont continué à venir assez souvent là-bas et c'est la première fois que je les ai vus. Et du coup, quand j'ai fini mon doctorat, pour moi, c'était naturel entre les options de considérer la France. Et j'ai en effet j'ai parlé avec Jean-Christophe et il m'a offert la possibilité de faire un postdoc sur lui au Collège de France. Et là, j'ai passé des années avec lui, on faisait des choses, on n'avait pas des horaires très compatibles parce qu'il s'est réveillé très 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 tôt, mais on s'intersectait un peu au moment du déjeuner souvent. Et on discutait, et même si on ne faisait pas exactement les mêmes maths en ce moment, ça a commencé une longue collaboration qui a vraiment commencé quelques années après. Mais les fondations étaient dès là, et on a fait des articles ensemble, et il m'a, par exemple, avec lui, comme avec Michel Leovitch et d'autres gens que j'ai eu la chance de connaître, j'ai appris d'autres façons de faire des maths. C'est intéressant, j'aime ma façon, je crois. Mais être aussi exposé à des grands mathématiciens, on voit devant nous les choses se passer, et aussi de chercher comment interagir avec des gens qui travaillent, qui pensent de façon différente, et essayer de se mettre ensemble avec un objectif commun, qui c'est la solution d'un problème, par exemple, la compréhension d'un domaine, et même se poser des questions.
Et c'était important. Ce qu'ils m'ont appris, c'est qu'on a pu échanger à l'époque. C'était quelques-uns de plusieurs qui m'ont influencé. Moi, c'est particulier, j'ai lu assez peu. J'apprends sur des questions ou sur les solutions ou sur ce qu'on connaît en parlant avec mes collègues. Après, je travaille de façon sporadique, disons, quand je réfléchis un peu tous les jours, disons, mais souvent ça n'aboutit pas dans une direction. Et après, quand je sens qu'il y a une direction qui peut-être ça va marcher, je pousse un peu plus. Et sinon, je travaille beaucoup avec une intuition de chercher de deviner quelle va être la bonne façon. Donc, je calcule assez peu. Ça, c'est très différent de Jean-Christophe, par exemple, qui faisait des calculs avec beaucoup de... Il y avait une méthodologie, disons, où les calculs, c'était une partie de comment il faisait son intuition. Je marche de façon complètement différente. Ça marchait très bien avec lui parce qu'on regardait les problèmes des côtés de façon un peu séparée quelquefois. J'étais d'un côté, il essayait de faire des calculs, j'essayais de ne pas faire des calculs. Et parce qu'aussi, je travaille souvent sans rien, donc j'utilise un peu de papier, mais assez rarement. Souvent, j'essaie de faire juste dans ma tête les calculs, donc ça limite assez beaucoup ce que je peux calculer. Et donc, il faut plutôt deviner quelle devrait être la façon d'arriver sans calcul. Donc, c'est cette façon. Je parle avec les gens. J'utilise, à ces moments-là, j'utilise l'expérience parce que je travaillais sur plein de parties des systèmes dynamiques. Au départ, je commençais dans une partie petite des systèmes dynamiques. Et avec les temps, notamment pour être à Paris, j'étais exposé à beaucoup de gens qui n'étaient pas intéressés sur ce que je faisais. Et pour pouvoir interagir avec cette communauté, j'étais de sorte obligé d'apprendre ce qu'ils faisaient. C'était une très grande chance pour moi. Donc, j'ai appris à cette époque-là sur des sujets sur lesquels je travaille jusqu'à maintenant. Et en effet, il y a c'est bon de travailler sur tous les systèmes dynamiques parce qu'il y a une certaine unité on comprend uniquement si vraiment on exploite toutes les directions. Si on est juste dans un seul coin, on ne connaît pas ces autres méthodes qui ont été développées dans d'autres coins de système dynamique. Ou ça marche aussi pour les maths plus généralement, évidemment. Et du coup, comme j'ai beaucoup travaillé sur plein de domaines, maintenant, les choses deviennent plus faciles. Donc, je peux rapidement faire des connexions entre des domaines où souvent, quelquefois, on a l'impression que la seule intersection des domaines, c'est moi. Donc, c'est plus facile en ce moment. Bon, j'ai travaillé sur plein de problèmes. J'ai eu la chance de résoudre quelques-uns. Évidemment, les premiers, ça devrait être une petite contribution dans ma thèse. J'ai travaillé justement avec Wellington et Micha et sur quelque chose que je trouvais assez intéressant. Et j'ai voyagé aux États-Unis et on était bloqué depuis quelques mois et vraiment très bloqué à l'époque. Et un jour, j'avais je ne savais plus où chercher. Je travaillais juste je lisais un article pour une fois pour aider mon directeur de thèse à faire un rapport. Et ça, c'était vers 3-4 heures du mat, je crois. Et ça, j'ai une idée que je considérais un peu folle à l'époque. Je prenais, je crois, du Rhône. J'oublie quel précisément était, mais j'essaie de tenir le courage pour regarder l'article, mais j'ai une idée qui n'avait pas l'air d'être très sensible. Mais ça marchait. J'ai raconté à mes co-auteurs et c'était douteux, mais ça marchait. Donc l'article a eu lieu après, avec toutes les contributions qui étaient faites avant. Donc, il y avait un point qui bloquait. Et donc ça, je me rappelle, c'était assez important pour gagner confiance à l'époque. Et c'était vraiment une idée qui n'était pas dans les... c'était pas une des idées qui était
disons, facile à trouver par quelqu'un qui était là. C'était une idée nouvelle. J'ai un bon souvenir de cela. En effet, tu commences à créer des connexions. Tu n'es même pas conscient. Tu ne sais pas qu'elles sont en train de se former, mais que tu te prépares. Et à un moment, ça a l'air de juste se passer sans effort. À cause de tout le travail, l'effort était déjà exécuté, mais on ne sait pas comment ça marche. Ce n'est pas quelque chose de conscient. C'est une expérience commune, et donc c'est ça l'idée qu'on le fait depuis. Donc il y a plein d'histoires, dont celle des Poincaré, qui est assez connue. Donc c'est ça. Donc on travaille beaucoup, on réfléchit beaucoup. Ça a l'air d'être complètement pour rien. Et un jour, ça marche. Et voilà, on est content. Et après, évidemment, ça marche, tu n'es jamais sûr tout de suite. Donc tu as l'impression que ça marche, mais peut-être il y a une faute, et souvent il y a une faute. Donc il y a ça, tu es content parce que maintenant tu as une idée, tu essayes de l'exécuter, quelquefois ça a l'air de marcher, et après ça se passe un travail assez fatigant qui est de défier ton idée. Maintenant, tu joues l'avocat du diable pour trouver quelle devrait être la faute. Donc, tu essaies de détruire ton propre idée. Ça, c'est pas très rigolo, je dois dire, parce que tu dois jouer de façon honnête contre toi-même. C'est une partie de ton boulot. Tu aimerais ne pas réussir tes défaites, mais il faut le jouer de façon correcte. Donc, c'est ça, typiquement, ce qui se passe pour un problème important ou difficile, ou vraiment il y a des petits problèmes où les choses passent beaucoup plus facilement. Mais pour un vrai problème difficile, normalement, il y a toutes ces phases-là. Et aussi des discussions. Je ne dis pas uniquement que c'est juste toi, dans ton lit ou quelque part, en train de réfléchir. Quelquefois, il y a aussi des déclics qui se passent quand tu parles aux gens. Comme j'ai dit, tu as ces moments où tu crées des connexions internes dans tes neurones, je ne sais pas comment ça marche de façon plus précise. Et tu as l'impression que tu as compris jusqu'où tu pouvais. Et tu travailles avec quelqu'un, tu dois expliquer ces choses. Les moments où on explique les choses, quelquefois tu comprends des choses en plus. Donc je trouve très important quelquefois cette partie de communiquer des choses. Tu apprends des choses en communiquant, tu te rends compte de ce que en effet tu pensais que tu comprenais et en effet tu ne comprenais pas tellement. Et quelquefois, tu comprends juste en ces moments, en expliquant, tu comprends un truc de plus. Et quelquefois, ça fait toute la différence. Récemment, heureusement, j'ai eu de la chance, récemment en septembre, j'ai eu la chance de démontrer un théorème en collaboration et c'était comme ça. Beaucoup de choses, on avait beaucoup travaillé, on était coincés, je pensais savoir quelle était la bonne direction, mais toujours pas, techniquement, je n'arrivais pas à aller. Mon ami m'a visité, j'étais au Brésil à ce moment, et en discutant, vite, en quelques jours, tout s'est bien passé, on a compris, et les théorèmes ont été vérifiés, et ça va. Après, je suis un peu lent pour l'écrire, mais les théorèmes existent déjà. Pour commencer, c'est pratique de résoudre des problèmes parce que là, tu travailles sur une question qui est déjà comprise par les domaines, tu résous les problèmes et voilà, c'est déjà important. Pendant que pour poser des questions, il faut comprendre mieux les problèmes. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que, souvent, ce qui s'est passé pour moi, j'ai rentré dans quelques sous-domaines de dynamique ou de l'analyse, simplement en prenant un problème connu, difficile, et j'ai travaillé, donc résolu, avant que je connaisse vraiment de quoi ça parle, les objets. Donc je savais très peu, mais du coup, au moins, je suis content d'avoir... Et là, je suis enthousiaste de ce nouveau domaine parce que j'ai un théorème, et j'essaie de comprendre mieux. Et là, je me pose des questions et je me rends compte que peut-être les questions que j'ai résolues, ce n'était pas la bonne question. Et là, j'essaie de développer les domaines et poser les bonnes questions et poser des conjectures et essayer de voir. Je fais ça clairement de façon très... même
je l'ai annoncé clairement. J'ai dit, depuis, je travaillais sur là, c'est plutôt une interaction de système dynamique avec l'analyse et la mécanique, la mécanique quantique. Donc, il y a les opérateurs de Schrödinger. J'ai commencé à travailler sur ça en 2002 avec Raphaël Krikorian. Et tout de suite, on a résolu un problème, c'est vrai. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de questions. Je pensais que les questions posées passaient à côté de quelque chose de fondamental, simplement parce que leur vision, c'était trop d'analystes et pas des dynamiciens. Donc, j'ai souhaité introduire une vision plus globale et j'ai proposé, il y a un article qui s'appelle La théorie globale de certains opérateurs de Schrödinger, je ne donne pas tous les titres, mais c'était vraiment là, ça va être comme ça qu'on va analyser maintenant ça, et il y aura des problèmes qui sont liés à cela, je vais résoudre quelques-uns, et après, il y aura du travail pour les autres. Donc ça arrive aussi, ça passe évidemment de la façon dont j'ai fait, ça passe par résoudre des problèmes. Parce que même quand tu crées, au moins de mon côté, quand tu es en train de créer, comprendre quelque chose, il faut tester tes idées. Tu ne vas pas juste faire des conjectures un peu au hasard. Il faut que ça soit réaliste, il faut que ça soit, qu'il soit bien fixé quelque part. Donc voilà, donc ça va avec. Donc tu peux construire de nouvelles théories, mais avec la solution des problèmes, quelques problèmes, après d'autres on ne va pas résoudre. Et évidemment, comme j'aime aussi résoudre des problèmes, souvent je travaille beaucoup et je fais une bonne partie, mais quelquefois, ce n'est pas les principales. Il y a les deux choses dans cette partie, par exemple, mais une grande question, c'était exactement d'imaginer ce qui pourrait être, ce qui n'était pas imaginé à l'époque. Oh, je ne me pose jamais cette question parce que je sais que les choses changent. Donc, tu travailles sur... Il y a ça c'est que tu as déjà une idée de comment ça pourrait marcher. Et après, c'est là. Et là, c'est à peu près... C'est déjà donné, disons. Et après cela, il y a sur ce que tu ne connais pas, tu ne sais pas ce que ça pourrait marcher, ce que ça pourrait t'intéresser. Quand je fais des projets de recherche, ça assez souvent, je travaille sur plein de choses, mais pas sur ce que j'avais dit que j'allais travailler, parce que simplement, les choses ont changé, et voilà. Donc, je pense aussi, il y a plein de problèmes que je considère importants, et dont je n'ai aucune idée de comment l'aborder. Et je pense que c'est une question que, dans certaines situations, il faut essayer de travailler autour. Donc, tu travailles autour et, à un certain moment, il se trouve qu'en pensant un peu ailleurs, tu trouves des idées qui pourraient t'aider dans une direction qui t'intéressait, mais qui semblait être hyper dure. Et je pense que si tu vas directement dans la direction, tu vas pas passer par ces autres idées c'était uniquement possible parce que tu n'allais pas directement là-bas. Et on ne sait pas dans quelle direction ça va marcher et vers quel problème je pourrais après me centrer. Je connais les directions, je pense que c'est important parce que comme ça, j'espère, il faut être prêt pour identifier que l'idée est arrivée, maintenant je vais l'utiliser. Donc avoir travaillé, avoir l'expérience, c'est utile, mais je ne fais pas de plan. Je crois que ces endroits, et moi j'ai beaucoup d'expérience d'être au CIRM. Par exemple, au début, même avant de commencer mon postdoc, avant de finir ma thèse, j'ai écrit ma thèse pendant 3 semaines au CIRM en 2001. Et c'était, évidemment, j'ai rencontré des gens à ces moments-là. Et dans les plusieurs fois dont j'ai venu, j'ai appris beaucoup de choses. Il y a cette partie des rencontres inattendues où tu es exposé à des gens. Il y a ces moments où tu cherches quelqu'un de spécifique pour travailler et d'autres moments où ça apparaît, tu ne pouvais pas imaginer. Les deux choses peuvent se passer au CIRM. L'ambiance permet ça, les gens interagissent facilement. Il y a les occasions sociales
sont importantes pour cela. Les gens sont plus détendus, ou ils parlent des maths, des façons pour apprendre des maths. C'est pas juste pour aller très spécifiquement, mais on voulait comprendre un peu plus sur cela, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cela, et on a accès au spécialiste qui est juste là et il nous raconte. Donc, j'ai participé à des petites conférences ou des programmes plus longs et avec dans des domaines différents. Et c'était toujours une expérience qui on sort bien et quelquefois avec des nouvelles directions, quelquefois en sachant résoudre quelque chose, mais tout peut se passer. Il y a plein de gens, il y a des histoires célèbres au CIRM où les gens par exemple, après la bouillabaisse, les gens discutent et beaucoup de gens apprennent des choses à ce moment-là, ils se rappellent de cela et ça marque le développement des mathématiques. Donc, l'existence de tels endroits. Et je dirais qu'il y a beaucoup, ce n'est pas les seuls centres de recherche mathématiques dans le monde, mais souvent ils ne sont pas aussi intéressants. Il y a plein que je vais pas, je refuse d'aller parce qu'ils sont trop ennuyés. Ici, c'est vraiment, quelquefois ils essayent de mettre les mathématiciens dans un endroit tellement isolé que c'est quand même, il faut limiter. Ici. Au CIRM, c'est bien. Tu choisis combien. Tu peux être là et juste aller au calanque et être très séparé, ou tu peux avoir un peu plus d'interaction. Tu peux prendre ce que tu veux de là-bas. Donc, j'aime bien les CIRM entre les autres centres. C'est celui que je préfère aller.